Pour ce dernier débat de la journée, c'est pas un débat, c'est une discussion. Ça va être évidemment une rencontre, mais qui exprime de manière tellement sensible et particulière ce qu'on recherche aussi avec ce festival, ce point de rencontre entre la recherche et la création, ces différentes écritures, ces différentes manières d'essayer de se saisir de quelque chose d'aussi fort que ce point justement de résistance. Et donc, oui, ces questions qui se posent grâce à ce film, cette manière de résister, on y reviendra grâce aussi au livre que tu nous proposes en lecture finalement parallèle, ces politiques, comment résister aux politiques de la cruauté, comment résister à cette cruauté comme système de pouvoir, ici évidemment incarné. Shora Makarimi, parce que tu es anthropologue, chercheuse au CNRS, tu es aussi l'autrice et la co-autrice de plusieurs ouvrages, dont Femmes, Vie, Liberté, écho d'un soulèvement révolutionnaire en Iran, publié en 2023 à la Découverte. Tous ces ouvrages vous attendent à la sortie auprès de Brigitte et de la Vagabonde, mais aussi donc de ce livre auquel je fais déjà référence, Résistance affective, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté, également publié à la Découverte en septembre de cette année. Donc, merci François. Ces deux livres qui sont finalement en résonance, et c'est aussi pour ça qu'on les présente comme ces différentes modalités d'écriture avec Hitch, une histoire iranienne. Ton premier film, peut-être que tu nous diras s'il y en a un autre qui peut être, qui suivra peut-être, en tout cas que tu as réalisé en 2019. Et dont nous allons parler aujourd'hui avec Scarlett Salman, qui elle est sociologue à l'université Gustave Eiffel et qui en fait elle aussi s'intéresse, même si sur une toute autre perspective, mais ça sera intéressant de raisonner ensemble là-dessus, aux affects et aux effets finalement de la politique et de la politisation de ces affects, y compris dans le milieu du travail, dans la question aussi du capitalisme contemporain, puisque tu es l'autrice de Au bon soin du capitalisme, le coaching en entreprise, paru aux presses de Sciences Po en 2021. Donc une manière effectivement de raisonner justement avec ce film. Hitch, il y a tant à dire parce que je l'ai déjà vu maintenant plusieurs fois, mais franchement à chaque fois que je le revois, je trouve qu'on a effectivement toutes ces couches finalement que t'effeuilles au fur et à mesure de ce film. Revenir bien sûr et finalement sur cette question que je soulevais au cœur du festival, comment cette envie d'écrire ce film, comment ce film s'est inscrit dans ton parcours? Est-ce qu'il était lié en fait finalement à une envie de recherche, d'une autre manière de chercher quelque chose, ou au contraire de faire un pas de côté et d'aller dans cette histoire intime, celle que tu partages au travers du film? Comment en fait s'est nouée déjà la genèse, l'envie d'écrire et de se tourner vers la forme documentaire comme tu l'as fait avec Hitch? Oui, alors il y a un troisième livre, je vais réinscrire dans. C'est le cahier d'Aziz qui est lu dans Hitch et qui est paru avant Hitch. Il est paru en 2011. Et c'est un travail qui. Alors. Je pense que c'est quand même important de le dire, surtout s'il y a des étudiants et des jeunes docteurs, des jeunes chercheurs dans la salle, des jeunes chercheuses, c'est qu'en effet, moi, j'ai déjà été recrutée, enfin, j'étais déjà recrutée au CNRS quand j'ai commencé à travailler sur, voilà, j'ai publié le cahier d'Aziz un tout petit peu avant, mais ensuite, quand j'ai commencé à travailler, j'avais déjà un emploi. Et donc, je ne sais pas ce qu'il en serait advenu de moi si j'avais décidé de prendre ces chemins de traverse et de vouloir en plus construire une carrière universitaire dessus. Mais je ne sais pas. Donc, en tout cas, le fait est que j'ai commencé par traduire le cahier d'Aziz, mais que à peu près en même temps, j'ai commencé à filmer en Iran les toutes premières images. Enfin, les images d'archives qu'on voit dans le film, mais c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, c'était une caméra mini DV et c'était la première fois que j'en ai acheté une. J'étais pas particulière, enfin, j'étais pas douée pour l'image, je savais pas en faire, etc. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que comme j'ai mis beaucoup de temps à faire le film, j'ai filmé en Iran en 2007. Et quand j'ai commencé à monter le film à partir de 2015-2016, il s'était passé assez de temps pour que les images mini DV deviennent vintage. Ce qui m'a beaucoup servi parce que j'ai pu utiliser de façon un peu esthétique, enfin leur touche comme ça un peu d'images d'archives, mais à quelques années près,
Je pense que le film aurait un peu raté son rendez-vous avec l'archive, enfin avec ces images-là comme archive. Et donc j'ai d'abord filmé, comme j'ai filmé ma grand-mère, j'ai filmé plein d'autres personnes, j'ai filmé tout le monde face caméra, ce qui était complètement absurde parce que je pouvais absolument pas utiliser ces images-là pour des raisons d'anonymisation. Et ensuite, j'ai fait j'ai monté une petite vidéo toute seule, complètement artisanale, que j'ai utilisée comme forme de témoignage pour la première conférence de commémoration des massacres de 88 qui a eu lieu au Canada, à l'Université du Québec à Montréal en 2008. Et donc tout de suite après mon retour. Et je dis tout ça parce qu'en fait, c'est la narration que j'ai trouvée au montage, donc la voix off de ce petit film qui faisait 20 minutes et qui s'appelait Antigone 88, donc Antigone forcément. C'est ce film-là qui ensuite... c'est cette voix et aussi la structure narrative qui m'a servi de base, qui est devenu le texte La Traversée dans le cahier d'Aziz. Et donc j'ai continué à avancer comme ça, sans plan préétabli du tout. Donc ça renvoie peut-être un peu à la question du système nerveux aussi dans résistance affective, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se déplie comme ça par la pratique, à travers ce dont on a besoin, ce qu'on répète, etc. Et donc après le cahier d'Aziz, donc il y a toujours un va-et-vient entre le film, par exemple, le montage sans écriture préalable d'Antigone 88, la voix off que je trouve au montage, la structure du montage qui sert de structure narrative ensuite pour l'écrit et qui permet de donner une puissance à l'écrit parce que c'est une structure que j'aurais jamais trouvée si j'étais juste passée par l'écrit et pas par le film. Et c'était bien parce que l'écrit me permettait de mettre des entretiens que je ne peux pas mettre filmés. Et ensuite, je reviens dessus parce que j'estime qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. J'ai juste parlé comme ça de l'armoire en passant, mais je reviens dessus en fabriquant le film. Et en fait, ce qui était important pour ce film-là, c'est qu'en effet, il ne s'agit pas du tout d'un travail de diffusion du savoir ou une façon de toucher un public plus large et de rendre sa recherche, de la faire connaître à travers le cinéma ou en passant par un médium qui toucherait un public plus large. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit, mais vraiment pas. Et c'est au contraire deux choses. C'est que d'une part, en fabriquant le film, en tournant, j'estime que j'ai fait du terrain. C'est-à-dire que ça m'a permis de comprendre des choses qu'ensuite je développe ailleurs. Et que par ailleurs, la vraie question, l'enjeu premier, c'était la question du secret et du déni. Comment trouver une forme pour parler de ce qui s'est passé qui rende justice à la fonction fondamentale du secret dans le fonctionnement de la violence. Et ça, je pense que ce sont les chercheuses, les personnes, les autrices qui ont écrit sur les violences sexuelles, sur les agressions, sur l'inceste, qui en ont parlé le mieux. C'est-à-dire quelle est la fonction, comment la violence est encapsulée dans le secret, comment le déni permet une temporalité longue de la violence, des effets au long cours d'une violence qui s'est passée à un certain moment. Et comment est-ce que ces deux questions-là permettent d'articuler violence et ordre social, fondation d'un nouvel ordre, maintien de l'ordre. Et donc, voilà. Donc, je ne pense pas que c'est de la recherche, création. Il s'agit d'arriver à déplier cette question du secret et de son rapport à la violence. Et c'est pour ça que j'ai fait le film. On sent aussi, là, plus explicitement, la dimension en soi subversive de l'usage de l'image. Et parce qu'en fait, de l'écrit, déjà, la publication des cahiers d'Aziz avait cette fonction, justement, de déstabilisation, voire de destruction de cet ordre du secret qui préexiste et qui est justement au cœur de la matrice, qui se
déplie, détricote comme ça un peu au fur et à mesure. Je sais que tu emploies aussi le vocabulaire de ce tissage, de cette manière effectivement de relier différentes zones, et je trouve que ce que tu disais aussi sur l'usage finalement de cette image vintage qui va venir en fait de ton caméscope là-dessus, mais c'est vrai qu'il va aussi venir brouiller les lignes passé-présent, qui va venir effectivement flouter cette ligne de démarcation entre la recherche et finalement le présent qui se détache. Mais c'est ça aussi le fait d'apporter de l'image, de faire de l'image, quoi qu'il en soit, justement de manière artisanale, justement, d'avoir un geste de filmer ce qui d'ordinaire n'était pas vu ou de révéler ce qui ne voulait pas être vu, quoi. Est-ce que tu dirais que c'est ça aussi dans ta démarche ? Oui, il y avait deux choses. C'est que d'un côté, on avait beaucoup de mal à trouver le présent du film. Donc ça, c'est une question importante. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de temps présent du film. Et donc, d'un point de vue de la dramaturgie du film, c'était compliqué. C'est comme si le film obéissait à des logiques qui étaient extra-filmiques. C'était un petit peu compliqué. Mais d'autre part, surtout, en effet, quand je disais tout à l'heure que, du point de vue de la méthode, on essaye qu'il y a une connaissance qui est produite à travers le fait de faire le film. Peut-être que ce dont je pourrais parler, c'est justement de ces images-là, parce qu'il y a pas mal d'images de ce film qui sont des images qui sont refilmées. C'est-à-dire que le film s'ouvre avec un entretien et donc autour d'une table vide. Bon, mais bien sûr, quand j'ai fait l'entretien, la table n'était pas vide. Mais le problème, c'est qu'il a fallu anonymiser. C'est un entretien que j'ai avec ma tante. Donc j'ai commencé à tourner en 2015. Et elle était vraiment en face caméra. C'est des très belles images. Et ensuite, en 2017, quand on est arrivé presque à la fin du film, du montage, et je tournais en même temps, les tombes à Bandar Abbas sont détruites. Et au moment de la destruction des tombes, tout à coup, on se rend compte à quel point est-ce que cette violence est encore actuelle, et qu'on est peut-être sous le radar. Et là, ma tante me demande de se retirer du film. Et donc, je suis obligée et donc, je suis rattrapée par le sujet de mon film, parce que je fais un film sur le déni et sur la puissance du déni. Et là, on a déni 1, Chora 0, parce que finalement, le film est en train d'être... Donc, c'est très compliqué parce que déjà, il y a la violence de ce qui se passe qui nous désactive, qui nous affecte. En plus, il faut réagir. Et troisièmement, il faut réagir sur un plan qui serait un plan aussi cinématographique. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas flouter ma tante, par exemple. Je ne peux pas changer sa voix, je ne vais pas pixeliser les images, je ne vais pas rendre le film plus pauvre. Il faut que le film il soit plus beau, parce que je suis en train de faire et donc, je ne veux pas qu'il gagne. Et donc là, il faut trouver une idée, et c'est l'idée qui pourra me sauver, l'idée cinématographique. Elle ne vient pas, donc j'en ai pas. Et finalement, ce que je décide de faire, c'est de refilmer exactement les mêmes scènes de conversation avec ma tante. L'espace est le même, l'angle de la caméra est le même, le cadre est le même, les lieux sont les mêmes, mais sauf que là, c'est à vide. Et c'est un pari sur le fait que je fais des images hantées. Moi, je le sais, et je fais le pari, mais c'est aussi comme pour les images, les objets de l'armoire. C'est le pari que oui, en effet, il y a quelque chose dont ces images vont pouvoir témoigner et qui va déborder uniquement le contenu contextuel, informatif, et qui peut-être que ces images seront vraiment hantées puisque je les ai fait dans ces conditions-là, avec cette histoire-là, dans ces lieux. Et la seule chose qui change, c'est la lumière, qui est une lumière du soir, qui est une lumière sans soleil.
Et en fait, et qui pour moi a un sens très affectif, c'est-à-dire c'est ma mémoire d'enfance là, cette lumière-là renvoie à mon expérience de cette maison, de toutes ces années d'enfance à Shiraz, et au fait que voilà, c'est avec cette lumière-là que je me souviens de ces moments-là, parce que souvent le soir, les adultes oubliaient d'allumer la lumière en fait. Donc on était comme ça plongé dans la pénombre. Et donc, je retourne ces images et surtout, il y a une... Alors, juste un tout petit autre chose, c'est que finalement, donc, il y avait une longue scène, qui n'est pas dans la version finale du film, il y avait une longue scène où ma tante racontait à une table vide, dans une lumière de crépuscule, la mort de ma tante Fataneh, donc celle qui est morte enceinte, et le fait qu'elles aient cherché à savoir si elle avait eu un enfant ou pas. Et cette longue scène-là, on l'a gardée pendant longtemps, et puis finalement on a eu peur, parce que les producteurs ne comprenaient pas, et le monteur, les productrices et le monteur ne comprenaient pas la logique de garder la voix et d'enlever l'image, en disant mais si c'est une sœur qui parle de sa sœur, et vu le nombre de sœurs qui restent en vie, ils vont tout de suite savoir, ceux qui veulent savoir qui a dit ça vont tout de suite le savoir. Donc pourquoi finalement supprimer l'image, autant si vous gardez le son. Et c'est là où je dis que filmer, c'est pas uniquement restituer une recherche, mais c'est un travail de recherche, c'est du terrain. Parce que c'est là que je me suis rendu compte de cette notion de ligne rouge qui est vraiment le fil conducteur de l'ouvrage Femmes, Vie, Liberté. C'est-à-dire que l'important pour le pouvoir iranien, c'est pas que personne ne parle de ce qui s'est passé, mais c'est que les Iraniens qui vivent en Iran en parlent à visage couvert. C'est-à-dire qu'on performe le fait qu'il est impossible d'en parler à visage découvert et qu'on a peur. En fait, pour eux, c'est plus vraiment un secret, c'est un secret de polichinelle. Il est un peu su, il est un peu pas su, il est un peu su à l'étranger, on s'en fiche. À l'intérieur, ils tiennent quand même encore le pays. Mais ce qui est, enfin, de moins en moins. Mais ce qui est important, et la ligne rouge, c'est ça, dont je parle un petit peu là-dedans, mais c'est le fait que on refuse, c'est que pour une Iranienne qui vit en Iran, il est impossible qu'on voit son visage. Et que même si on n'entend que la voix, alors on entend le témoignage en même temps qu'on reçoit l'information que ce témoignage ne peut pas avoir lieu à visage découvert. Parce que si quelqu'un commence à témoigner à visage découvert, ça veut dire qu'on n'a plus peur du pouvoir et que là, ça ouvre un autre rapport entre société et État. Donc ça, c'est la question de la ligne rouge. Et moi, la question de la ligne rouge, je l'ai pensée vraiment à partir, ce qui m'a aidé, c'est pas la seule chose, mais ce qui m'a aidé notamment à le penser, c'est de faire ce film-là et non seulement de le tourner, mais de le monter et d'enlever des rushs. Et donc c'est là que j'en viens aussi à Résistance affective, parce que le film est monté, il est presque fini, en 2017, en décembre 2017, Destruction des tombes, on est obligé d'enlever, on est obligé de détricoter ce qui constitue un peu la colonne vertébrale du film, c'est-à-dire le témoignage de ma tante qui est absente, on la voit juste comme ça, un peu comme ça, mais jamais son visage. Et à partir de là, on enlève plein de rushs du film, et donc on a un film où il y a des séquences de ce film qui ne sont là à la base qu'en relation avec d'autres séquences qui depuis ont été enlevées et qui manquent maintenant. Mais c'est comme si voilà, ce film était aussi hanté par une mémoire de rushs qui ne sont plus là. Et ça m'a beaucoup aidé à penser par la suite, dans Résistance affective, la question des soulèvements et de tout ce qui est, justement, de ce que j'appelle les contre-mémoires, de tout ce qui est effacé, ou en tout cas qui ne persiste pas dans les mémoires, les récits officiels. Donc en France, on a eu la mémoire de la Commune pendant très longtemps. Il y a plein d'autres événements. Il y a eu Charonne, il y a eu le massacre de 62. Il y a plein d'événements qui constituent, en fait, qui travaillent l'histoire, qui sont enlevés à un moment, mais c'est pas parce qu'ils disparaissent du récit qui est transmis qu'ils ne sont pas en discussion secrète avec d'autres événements. Et pour aller juste un cran plus loin, c'est que ce n'est pas uniquement des événements, c'est aussi des mémoires, c'est aussi des sentiments, des espoirs, des façons d'être, etc. Et c'est la raison pour laquelle le film commence avec des images d'archives. Et on entend la chanson de la fin, en fait, au début, si on fait attention, c'est celle qui passe dans les rues de Téhéran. Et elle finit avec du son d'archives. Et on s'arrête avec
une chanson d'archives. Voilà. Merci beaucoup pour ce merveilleux film et ce livre voilà, qui l'accompagne. Je conseille vraiment vivement la lecture du livre Résistance affective, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a des passages du film qui sont dans le livre, finalement, qui hantent le film. Donc, alors, pour rebondir un peu, il y a plusieurs points, effectivement, hein, qui m'ont beaucoup parlé. Déjà, simplement sur la méthode, en effet, alors si on peut parler de méthode, mais malgré tout, donc moi je ne suis pas en anthropologie, je suis en sociologie, mais on a l'enquête ethnographique qui s'en rapproche le plus, j'ai envie de dire. Et je pense que je voudrais insister sur la force politique de l'enquête ethnographique et qu'on voit vraiment, qui illustre vraiment parfaitement. Et cette enquête ethnographique qui est vraiment une force, alors dans les dictatures, mais dans la démocratie. Enfin, c'est le cœur, voilà, de la démocratie. Et en fait, ces enquêtes ethnographiques, donc ça, c'est John Dewey qui disait ça, et enfin qui prônait en fait l'enquête, hein, comme manière de pouvoir résoudre des problèmes complexes. Qui engagent des intérêts et des points de vue très différents, voire divergents. Et je pense que voilà, cette force politique de l'enquête ethnographique, je voulais la rappeler, quoi. Voilà, il me semble que déjà ça rappelle ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ton livre, c'est le dernier chapitre sur les voix, parce que pour moi, l'enquête ethnographique, sa force aussi, c'est de faire parler plusieurs voix. Et ce que je trouve très beau dans ton film, c'est que justement, tu vas jusqu'à faire parler des voix qui ne sont pas celles que tu portes aussi. Voilà, tu fais parler ton père, tu fais parler ton frère, et on entend différentes voix. Et après, tu fais reparler ces femmes qui parlent qui disent pourquoi ton combat est actuel et pourquoi il n'est pas justement dans le passé. Et j'aime beaucoup cette pluralité des voix. Et je trouve que voilà, dans l'enquête ethnographique, il y a aussi cette force de ne pas rabattre en fait le terrain, ce qu'on voit, la réalité, sur une seule grille de lecture, mais sur une pluralité de voix. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais souligner. Et qui aujourd'hui, donc ces enquêtes ethnographiques et l'usage de la vidéo, en fait, alors, dans le monde du travail, donc voilà, qui est un peu décalé, hein, par rapport aux propos, mais en même temps qui est aussi la matérialité aussi de notre monde et de notre quotidien et de ce par quoi on transforme aussi la planète et tout ça. Donc je pense que c'est un sujet qui est assez central aussi. Et dans le travail, en fait, donc il y a des méthodes en fait aussi qui utilisent la vidéo pour montrer l'activité de travail en train de se faire. Et au plus près du vécu des personnes. Et voilà, et c'est peut-être le lien avec le deuxième sujet que tu évoquais, Marika, sur le lien entre intime et politique. Donc peut-être je vais dire juste 2 mots dessus et on te repassera la parole, Chora. Parce qu'effectivement, moi, ce qui m'a aussi intéressée donc, dans ta démarche, c'est cette notion de politique affective que tu utilises pour s'opposer aux politiques de la cruauté. Et en fait, donc moi, dans mon travail sur les transformations du capitalisme, je me suis intéressée au coaching, mais je m'intéresse aujourd'hui aux politiques d'entreprise et que je qualifie en fait aujourd'hui de politique clinique du travail. Parce que, en fait, il y a tout un mouvement en fait, des rapports entre intime et politique où en gros dans les années 70 Robert Castel dit il y a un basculement en fait, on passe du politique à l'intime après les mobilisations de mai 68 où dans les années 70 on voit qu'il y a ce qu'il appelle un repli sur le je, le soi. Et donc ça j'ai étudié à travers le coaching parce que c'est une des revendications des coachs de dire en fait on ne peut pas changer la société. Ou plus exactement, changer la société, c'est d'abord se changer soi. Et donc le mouvement, en fait, le premier mouvement de cette diffusion de la culture psychologique, ça a été pensé comme une dépolitisation. Et du coup, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a eu des critiques féministes de cette pensée qui ont mis l'accent sur la tendance inverse de dire, en fait, l'intime peut effectivement être politique, alors à certaines conditions et dans certains contextes,
Et donc c'est la démarche que tu opposes justement à la cruauté, cette politique affective. Et donc voilà, à ce titre, ça m'a beaucoup intéressée de voir qu'aujourd'hui, dans le travail aussi, la résistance, elle se fait aussi par ces politiques cliniques, c'est-à-dire l'idée de se mettre au plus près du vécu des personnes qui travaillent, pour l'opposer au discours des directions, des planeurs, des planificateurs, etc., qui sont finalement très déconnectés de la matérialité du travail et de ce que les personnes mettent dedans. Et voilà, donc voilà. Alors il y a une ambivalence, mais on va y revenir. Mais oui, mais qui est super intéressant, parce que si on revient justement au film, et effectivement pour expliquer à chacun la question des... Parce que résister, effectivement, qu'est-ce qu'on entend? En quoi Hitch, finalement, nous parle de ça, de cette manière de résister, effectivement, et aussi à la manifestation de la cruauté, c'est-à-dire quand on disait effectivement la peur, et encore faut-il voir aussi matérialiser cette manière dont elle s'insère et dont elle prend place dans la vie intime de chacun. Est-ce que justement pour aider aussi chacun à rentrer dans cette idée-là, en quoi Hitch est un exemple de cette résistance affective, à quoi et comment? Justement par la mobilisation de quoi en soi, par ces personnages, c'est une illustration au fond de ce rapport résistant au pouvoir. Quand on parlait de méthode ou de façon de faire, c'est que donc sur cette question des rushs coupés, aussi ça m'a aidé. Et alors là, pour le coup, c'est pas sans méthode, mais disons que la relation n'est pas abstraite et théorique, la relation est très pratique. Ça m'a donné une façon de faire ou une règle pour écrire résistance affective. C'est qu'à un moment, je me suis dit, je vais parler à partir je vais utiliser comme matériau empirique tous les rushs coupés qui n'ont pas eu de place dans le film Hitch. Donc, à partir, dans les chapitres corps des voix, qui sont les 2 derniers chapitres, ce que j'utilise comme matériau, c'est les rushs coupés. Alors que dans le chapitre 3 dans le chapitre 4 du livre, Contre-archives, justement, je parle de ces rushs coupés et de la façon dont ils viennent résonner avec une définition plutôt... une définition de l'histoire qui ressemble plutôt à celle que Foucault proposait quand il lisait Nietzsche comme une forme de généalogie, c'est-à-dire que c'est pas linéaire, mais c'est tous les possibles qui sont contenus et qui vont peut-être se réaliser, peut-être pas. Et donc pour revenir à la question de la résistance affective, donc c'est dont le sous-titre et le titre de base, mais c'était trop long, donc on m'a demandé de trouver quelque chose de plus court. C'était les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté. Donc la question, c'était d'essayer de comprendre, en tout cas d'essayer de donner une place à la fois politique et théorique à une expérience vécue, qui est celle des façons de résister qui sont là, qui sont présentes, qu'on peut observer au sein des familles, de tous les mouvements de mère, des mouvements de proches, de la façon dont les relations sont à la fois deviennent puissance de mobilisation, sont mobilisées, sont utilisées comme levier pour donner un sens, même plus que donner un sens, mais pour parfois devenir des lieux d'exil du politique. C'est-à-dire le fait de dire on ne pardonne pas, on n'oublie pas, où sont nos proches, qui les a tués, qu'est-ce qui leur est arrivé. Ce sont des espèces de minimums ancrés, vraiment enracinés dans des relations, dans ce qui nous constitue. Parce que ça, c'est pareil, je pars de cette lecture que fait Butler. Alors depuis, on m'a dit que Butler n'avait rien inventé, que tout était de Freud, mais moi, comme je ne lis pas la psychanalyse, je pense qu'il y a pas mal de psychanalystes. Mais la lecture que fait Butler du deuil, de dire que, en fait, quand on perd un proche, quand on parle de perte, il y a quelque chose de nous qui s'en va. On dit notre perte. Alors, quelle est la part de nous qui est arrachée avec la perte d'un proche, qui nous montre, qui nous démontre
qu'on n'est pas des monades individuelles closes sur nous-mêmes, donc ces individus qui seraient les sujets du politique qui ont besoin de se réformer. On n'est pas des monades individuelles aux frontières bien définies, mais ce que rappelle Butler, c'est à chaque fois ces vulnérabilités-là et aussi la façon dont on se mobilise à travers des deuils qui montrent, enfin qui appuient en fait sur les conséquences politiques des inégalités en termes d'inégales valeurs des vies, en termes de tuabilité de certaines populations. C'est comme ça qu'on les lit aujourd'hui. Et toutes ces lectures-là, en fait, donc à un niveau collectif et politique, aussi bien qu'à un niveau très personnel, c'est cette vulnérabilité qui nous montre comment est-ce que nos frontières individuelles bruissent de partage. Donc voilà, on est vraiment, et donc c'est ça, les politiques de l'attachement, c'est revenir, c'est comment est-ce que donc de cette vulnérabilité-là naît une force politique qui de fait, de multiples manières que j'essaie d'explorer dans le livre, le faire corde, vient constituer des ressources fondamentales pour répondre aux politiques de la cruauté, sachant que, dans une perspective encore une fois foucaldienne, qui est que Foucault dit la résistance part toujours du point d'application du pouvoir. Le point d'application des politiques de la cruauté, c'est l'atomisation, c'est le fait de nous gouverner par la sidération, c'est-à-dire de nous affecter. Eh bien, comment voilà, on répond? Non pas, pardon, répondre à ces façons d'être à ces façons d'être gouverné à travers la cruauté, non pas en se déprenant des affects à travers une posture de raison, mais en travaillant à une souveraineté affective. Qu'est-ce que la cruauté? C'est justement, enfin, hier soir, on avait l'histoire des chauffeurs Uber. On a commencé la journée avec la question des méga-bassines. On est allé effectivement à ces points exacts qui consistent effectivement à détacher, à tenter d'éloigner, d'atomiser et de créer aussi en surface aussi d'autres rêves qui viennent faire espérer justement à toute une génération d'hommes, pour la plupart déclassés, précarisés, que l'Eldorado se retrouve dans une berline, qui vont pouvoir louer à prix d'or, quitte à endetter et à changer tout leur mode de vie pour pouvoir conduire cette voiture. Je trouve que jusqu'à cette histoire-là, évidemment, il y a la dictature, le capitalisme, cette instrumentalisation des émotions. On peut dire que c'est peut-être le nerf aujourd'hui de la guerre, de part et d'autre, de savoir effectivement par rapport à certaines techniques de technologie, de manipulation, de la dictature, mais aussi, puisque dans ton livre, et on voit qu'on peut partir, on peut faire ce voyage de l'Iran, de cette histoire à la fois si intime, et effectivement qui, par le prisme de sa politisation, nous amène jusqu'aux gilets jaunes, jusqu'aux chauffeurs Uber, jusqu'à la question de l'entreprise justement néolibérale dans ces techniques de pouvoir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous parle à toutes les deux, de se dire on est dans le nerf de la guerre, les émotions au cœur des possibilités de révolte et leurs liens les unes aux autres? C'est profondément ambivalent, c'est-à-dire que c'est à la fois ces affects qui sont la source de la résistance dans les politiques de l'attachement, et en même temps, en fait, je dirais que c'est le langage par lequel aujourd'hui les problèmes sociaux et politiques peuvent se dire, dans un sens comme dans un autre. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que ça tient, en fait. Je veux dire, si le coaching est un dispositif de mobilisation des entreprises capitalistes, c'est aussi parce qu'il y a une aspiration qui s'est exprimée autour de mai 68 à être reconnue comme une personne dans son entièreté au travail, voilà, et de ne pas laisser sa personne à l'extérieur de l'entreprise. Et donc, ça pose tout un tas de questions autour. Ça pose beaucoup de questions autour justement de l'attachement et de l'interdépendance que j'ai trouvé aussi vraiment passionnante. Donc, là-dessus, les références que moi je pourrais mobiliser, c'est en complément de Foucault, c'est Norbert Elias, avec le concept d'interdépendance, qui met l'accent sur le fait que nos sociétés sont des sociétés de profonde interdépendance, et Latour, bien sûr, avec l'attachement qui l'oppose à l'arrachement, justement. Et en fait, ce que je trouve ambivalent là-dedans,
Et c'est la question que je me pose, et c'est pour ça que je m'intéresse donc aujourd'hui, au-delà du coaching, à ces politiques d'entreprise qui sont en fait assez hétérogènes et assez complexes à étudier, parce que y a ce versant clinique, c'est-à-dire justement on masque les problèmes structurels en mettant la responsabilité sur les individus et en expliquant que les problèmes finalement viennent de la personnalité des individus. Donc on retrouve l'atomisation dont tu parles, Chora. Et en même temps, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les solutions politiques qui sont proposées, elles passent aussi par la clinique, c'est-à-dire ce vécu. Et en fait, ce que je voulais dire sur l'interdépendance, c'est que... je suis en train de perdre mon idée. Mais... oui, voilà, je sais. C'était une question que je voulais te poser. En fait, donc, on voit bien que l'interdépendance, c'est ce qui va permettre de penser l'altérité, la relation à l'altérité et l'attachement. Et donc, qu'on est relié. Et que c'est ça la force politique et le côté, la puissance de résistance, elle se trouve là. Mais si on pousse la logique jusqu'au bout, jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Et tu vois, moi, j'ai été très frappée par le fait que ton ouvrage se termine sur, presque en tout cas, sur le procès d'un des agresseurs, d'un des bourreaux de 88. Et donc, ça pose la... En fait, alors, du coup, ça s'arrête là. Mais finalement, pour moi, la question d'après, c'est quel type de justice on met par rapport à ça. C'est-à-dire que si on jusqu'au bout l'interdépendance, c'est aussi avec les bourreaux, en fait. Aussi avec, le parallèle, pardon pour le parallèle, il n'y a pas de parallèle, je veux dire, entre grande entreprise et bourreau, mais je veux dire, si on réfléchit à des techniques de pouvoir, voilà, si on réfléchit à des techniques de pouvoir, en tout cas, je pense qu'il faut se poser la question de cette interdépendance et jusqu'où on va là-dedans. Et si on reste sur ton sujet, se pose la question de la justice dite restaurative, c'est-à-dire, tu vois, comment est-ce qu'on fait lien avec les bourreaux, comment ça se passe ? Voilà, faire médiation entre les victimes et les responsables des crimes. Et voilà. Et je trouve que l'idée d'interdépendance, qui est peut-être un peu différente de l'attachement, mais malgré tout, tu vois, ça repose sur cette idée du lien. Et voilà. Donc c'est jusqu'au bout. Est-ce que voilà, c'est un peu le revers. Enfin, je sais pas si c'est le revers, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se dit aujourd'hui. Et du coup, quelles conséquences politiques ? Qu'est-ce que ça occulte en fait de penser aussi les choses sous cet angle ? Voilà. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait penser à deux niveaux, et parce que c'est un livre profondément, c'est écrit, contre la binarité et dans une perspective absolument non binaire. Mais je pense que au-delà de dénoncer la binarité, être non binaire, c'est aussi arriver à tenir ensemble plusieurs niveaux. Et donc, par exemple, cette question de la justice, c'est une question institutionnelle. Et je pense que c'est une question qui est totalement nécessaire. Et peut-être que je voudrais... mais elle recouvre pas tout. C'est-à-dire que cette réflexion au niveau des institutions qui est absolument nécessaire, le problème, c'est qu'on ne peut pas s'arrêter là où... ça ne saisit pas tout. Et Norbert Elias, quand il parle d'interdépendance, les sujets sociaux qu'il pense sont des êtres dont les vies affectives, psychologiques et émotionnelles sont assez peu présents. Donc c'est encore une théorie sociologique de l'interdépendance. Et donc le niveau auquel il pose l'analyse pour penser l'interdépendance, c'est un niveau qui va laisser échapper entre les mailles du filet pas mal des dimensions qui sont en jeu dans les politiques de l'attachement dont moi je parle, qui sont ancrées dans des vies affectives vraiment puissantes et qui parfois sont premières. Et qui parfois ne sont pas premières, mais qui sont agissantes. C'est-à-dire que parfois, ce qui nous rend très, très émotifs, c'est le fait d'avoir compris quelque chose. Donc, ce n'est pas premier l'émotion, mais là, c'est ça qui va nous faire agir. Mais en tout cas, si on prend la question du racisme, on a besoin
comment dire, de criminaliser, de pénaliser l'incitation à la haine raciale. Donc ça irait du côté justement de l'institutionnel, etc. Mais on sait bien que par ailleurs, si on estime qu'on est tous des êtres de raison et uniquement des êtres de raison, on ne va jamais arriver à lutter contre le racisme, parce que les fascistes, eux, savent qu'on n'est pas tous des êtres de raison, que les sujets politiques sont des sujets éminemment émotionnels, émotifs, et donc on va laisser le champ des émotions totalement à la merci des pratiques et des discours fascistes. Et donc là, à la fois on a besoin de penser avec des êtres de raison pure, et d'avoir cette criminalisation de l'incitation à la haine raciale et des façons de faire qui font que je ne pense pas que la France de 1960 était moins raciste que la France d'aujourd'hui, sauf qu'il y avait des choses qui étaient tout simplement interdites et qui ne le sont plus dans le débat public, en tout cas avec des limites qu'on se mettait à soi-même. C'était un peu le pacte gaullien. Et aujourd'hui, donc ça n'existe plus, mais il y a l'autre question qui est le versant de quel sujet politique parle-t-on. Et là, en effet, il y a le fait que d'être uniquement institutionnel, uniquement dans la raison pure, ou en tout cas dans un sujet qui va élire avec ses émotions, qui va aller mettre un bulletin dans l'urne avec sa raison, eh bien, ce sujet-là, en fait, ne penser la société que par rapport à ça, ça va rendre cette société extrêmement fragile. Parce qu'on est dans une conception du social qui est en décalage par rapport à la réalité humaine. Donc c'est simplement, c'était pour dire, voilà, pour répondre, c'est pas forcément une contradiction, mais peut-être que c'est une différence de plan et qu'on a à tenir plusieurs plans ensemble. On va voir justement avec la salle pour parler de ces différents plans qui peuvent amener justement jusqu'à la question de la justice. Mais effectivement, vraiment, entre-temps, aussi ces enjeux de la résistance, de la révolte, de ces mouvements-là. Il y a vraiment aussi tous ces enjeux de la place des femmes, du féminisme dans le travail de Chora. Est-ce que vous avez des questions pour nourrir cette conversation avec Scarlett et Chora, ou est-ce que vous nous laissez continuer sur le féminisme? Moi, si vous permettez, j'en ai une. Sur les politiques de l'attachement. Et tu parlais du fait que le déni est ton ennemi dans Hitch. Mais le déni, c'est une politique formidable d'attachement aussi. C'est-à-dire que nier ensemble une partie de problème, c'est-à-dire au sens psychanalytique, c'est-à-dire en fait essayer de concilier deux choses un peu contradictoires qu'on ne veut pas voir, c'est une formidable politique d'attachement aussi. Donc on peut voir les choses aussi un petit peu à l'envers. Comment tu verrais ça? C'est-à-dire que ce que tu appelles attachement, on pourrait presque le voir à l'envers en disant l'idée de sortir du déni, c'est de détruire certaines choses pour les reconstruire un peu ailleurs. Mais d'abord, il faut le détruire. Oui, je dirais que c'est la position de ton frère, dans un sens. Il dit, voilà, pour rester unis, pour rester liés, il faut laisser certaines choses de côté et derrière soi, avancer, produire autre chose, un autre vin. Ouais. C'est ce que dit Nicole Laureau aussi quand elle fait une analyse de Antigone. Et c'est dans le livre dont j'en parle. Elle dit oui, Antigone, c'est celle qui veut absolument qu'éclate la vérité. Mais en fait, elle est aussi en train de cacher pas mal de choses dans sa famille, quoi. Donc, dans le même mouvement, la gardienne de la mémoire et de la vérité, c'est aussi celle qui garde les secrets et qui veut les garder dans l'ombre. Et donc, le mouvement est double. Ben, moi, il me semble que ça dépend de ce qu'on entend par attachement. Et également, il peut y avoir du lien social construit sur le déni. Mais est-ce que c'est pour autant des politiques de l'attachement ou est-ce que c'est pour autant de l'attachement? C'est-à-dire que, par exemple, ce qui s'est passé en Iran, c'est que dans la société iranienne, c'est que le déni n'a pu tenir que par le ciment de l'atomisation et de l'indifférence. Et donc là, vraiment, on voit comment est-ce que le déni est à la fois tient par la grâce d'une politique de terreur qui atomise et qui produit de l'indifférence, et ce n'est que quand
comme dit mon grand-père, quand il raconte dans le cahier d'Aziz que quand il va récupérer, il ne sait pas que sa fille, ma tante, est exécutée. Et il se rend à la prison, on lui dit, bon, bah, il fait la queue, et on lui donne juste une montre, une alliance, un sac. Et quand il est complètement assommé, il ne comprend pas ce qui se passe. Et quand il ressort, il dit, la foule des autres parents s'écarte de moi comme neige qui fond au soleil. Mais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont leur propre enfant en prison, il ne faut pas qu'ils marquent de la solidarité. Et en fait, petit à petit, moi, dans Femme, Vie, Liberté, c'est ce que je fais aussi, c'est que je reprends l'histoire des différentes générations. La première génération, c'était la terreur plus pure, et puis ensuite, on continue à avoir peur, mais on ne sait plus de quoi. Et puis, y a la question de... on adopte des stratégies pragmatiques, de dire bon bah puisque l'opposition frontale nous emmène nous expose à la mort, eh bien soyons réformistes. Ça nous parle ici. Eh bien soyons réformistes, mais du coup au bout d'un moment on oublie que c'est une stratégie pragmatique et ça devient une valeur morale, et donc l'opposition frontale devient de la violence, quelque chose qui est dévalué parce que potentiellement violent, et réformiste devient être pacifiste. Donc du coup dans les années 2000 en Iran, ne pas, accepter le mensonge de l'État et ne pas demander de compte par rapport au massacre de milliers de personnes, c'est être pacifiste. Donc on voit comment c'est... Donc en fait, oui, en effet, il y a un pacte social, et ça revient à la question de l'interdépendance chez Elias et de ce que moi j'appelle l'attachement, qui paraissent proches, mais en fait qui sont quand même éloignés. Hein ? Oui, mais c'est oui, au système incestuel, oui. Et parce qu'en fait, oui, ça crée du lien, ça crée un pacte social. Mais est-ce que c'est de l'attachement ? Oui, c'est en effet la question que pose le système incestuel à nos... Parce que c'est la question des périls. Mais s'il y a d'autres questions qui veulent suivre là-dessus. Ouais. Merci, je suis très contente d'avoir enfin vu ce film. Justement, pour prolonger ce que tu dis sur la ligne rouge et sur l'espèce de pacte social noué autour du silence, est-ce que finalement tu as l'impression d'avoir mis en danger ta tante, qui malgré tout est assez apparente dans le film, ta grand-mère, ton père? Est-ce que le parti que toi tu as pris, en fait, de ne quelque part d'outrepasser la ligne rouge, tu penses qu'elle a été... Non, je peux peut-être raconter comment ça s'est passé, parce que je pense que ça va expliquer un peu cette méthode et en quoi est-ce que l'attachement est différent de comment est-ce que les émotions, comment est-ce que finalement cette façon de penser les émotions politiques ne peut pas se faire depuis un discours qui lui-même est uniquement rationnel. Parce que quand tu dis ce qui s'est passé, c'est que ma tante, j'ai voulu absolument conserver sa voix parce que vraiment le film était vachement mieux avec la séquence où elle parlait de sa sœur. C'était vraiment très très fort. Et donc elle a donné son accord. Elle a dit ouais, tant que c'est la voix, et c'est là que moi j'ai commencé à réfléchir aux lignes rouges différemment et tout ça. Elle a donné son accord. Je suis allée parler avec des avocates, avec une amie qui était à Amnesty International, et elles m'ont toutes dit, qui travaillaient sur l'Iran, et elles m'ont toutes dit, écoute, elle risque d'être appelée au service de renseignement, et là elle pourra leur dire que de toute façon elle savait pas que tu l'enregistrais, elle n'était pas d'accord, elle n'était pas consentante, et que à partir de là, elle va se faire embêter, mais bon. Elle risque pas, elle risque au pire 1 ou 2 jours de garde à vue, mais ça va. Donc je rappelle ma tante et je lui dis, est-ce que tu veux prendre ces risques-là? Voilà ce qui se passe, moi je l'enlève, il n'y a aucun problème. Et à l'époque où je lui disais ça, en plus on n'avait pas trouvé la forme finale du film, on était encore en train de tâtonner, de le remonter, etc. Donc je me disais, oh là là, j'espère qu'elle va me répondre qu'elle est d'accord, parce que sinon je ne sais même pas ce qui restera de ce film. Et donc elle me dit, oui, ok, je suis d'accord. Donc elle est d'accord. Et à ce moment-là, j'avoue à ma monteuse que, en fait, peut-être qu'on aurait dû enlever tout ce passage-là, mais bon, ça sera plus le cas, chouette et tout. Et là, j'étais très fatiguée, j'ai le dos qui commence à bloquer, donc je me bloque le dos. Et au bout au lieu d'aller mieux, je vais de plus en plus mal. Il m'est impossible de m'allonger.
et je me rends compte que cette douleur, en fait, c'est pas une douleur au dos, c'est une douleur à la poitrine qui irradie par le dos. C'est une douleur compliquée, comme on me dira par la suite. Et je ne peux plus bouger, je peux presque plus respirer, je peux plus manger, je peux même plus boire. Et je suis complètement... Et donc, je vais aux urgences. Ils me disent non, vous avez des reflux gastriques, il n'y a rien. Parce qu'ils font des examens. Tout va bien, tout va bien. Et donc là, finalement, au bout du... vraiment, mais j'atterris chez un ostéo, je ne sais pas comment. Et avant ça, mon père vient me voir aux urgences et il me dit tu sais, il faudrait que tu enlèves cette séquence parce que ta tante, elle ose peut-être pas te dire qu'elle veut plus être dans ce film, mais elle a peur et ça va lui faire revivre des choses. Et même si elle n'est pas arrêtée, en fait, la peur à laquelle ça va l'exposer est trop violent. Et elle ose pas, et elle a une démarche un peu sacrificielle parce qu'elle pense qu'il faut qu'elle témoigne, mais tu peux pas lui faire ça. Et donc ensuite, je vais chez l'ostéo, et là, il se passe un truc super bizarre, où là, je commence à avoir des espèces de spasmes au poumon. Et c'est là que je me revois dans ma maison à Shiraz, dans cette lumière, qu'ensuite je vais utiliser pour le film. Et tout à coup, je me reconnecte à cette peur qui fait partie de nous, et qui était là, qui était en jeu dans le fait de l'enlever ou pas du film. Et donc, je décide et ensuite, ça va mieux, et je décide de l'enlever du film. La décision a été prise comme ça. Une fois que je le fais, j'ai pas peur qu'elle soit enfermée, j'ai pas peur que sa vie soit en danger, j'ai peur qu'il lui coupe sa retraite. Ma grand-mère n'est plus de ce monde, mon père est en France, mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est que la question ne se pose pas en termes de... je ne me la pose pas dans les mêmes termes que, par exemple, je me posais la question de l'anonymisation par rapport aux demandeurs d'asile sur lesquels j'enquêtais quand j'ai fait ma thèse sur la zone d'attente. Là, je me suis posé la question dans des termes différents, et la résolution est arrivée aussi de façon différente. Et ce n'était pas uniquement un enjeu éthique, c'est devenu un enjeu méthodologique, théorique, esthétique, personnel, et voilà, et qui m'a montré que, enfin voilà, c'est dans le corps que ça s'est résolu, mais ça m'a encore appris des choses. Donc tout avance ensemble. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film et pour toute cette intelligence collective. Merci. Est-ce qu'il a beaucoup voyagé? Est-ce qu'il a été beaucoup projeté? Est-ce qu'il a été beaucoup vu, et notamment en Iran par les personnes ou pas? Voilà. Oui. Il est sorti fin 2019, donc il s'est pris le Covid en pleine face, ce qui a réduit un petit peu sa vie de festival. Mais par contre, il a été diffusé en Iran par la BBC. Alors, je vous cache pas que le soir où il a été diffusé en Iran par la BBC, ma tante et moi étions un peu... Mais il a été diffusé en Iran via la BBC, et il a eu plusieurs millions de téléspectateurs iraniens et iraniennes. Et des gens qui m'ont écrit, enfin, c'était vraiment puissant. Et oui. Et c'était important parce que, pour moi, c'était le but. Parce que c'est jamais un film que j'ai fait, enfin, dès le début, c'était clair pour moi que je ne faisais pas ce film pour amener à la conscience, amener sous les projecteurs d'une espèce d'opinion publique globale le fait qu'il y a aussi eu des massacres en Iran. Pour faire connaître cette vérité-là. C'était pas ça mon problème ni mon sujet. C'est pas dire, mais regardez, ici aussi, il s'est passé ça. Et donc, c'est ce que je disais pour un moment, c'est quand j'écris le projet du film, c'était pas pour faire enregistrer le massacre de 88 dans le grand registre du monde, à côté de Srebrenica, de ci, de là, et de dire, voilà, en Iran aussi, il y a eu ça. C'était l'importance, c'était pas du tout de devenir visible à la conscience occidentale, mais de refaire le parcours d'un silence. Et donc ça a parlé, en effet, à des gens de mon âge en Iran. On le conseille vivement en tant que lectrice, Scarlett et moi, de prolonger le film. Ce travail sur l'image, c'est toutes ces capsules finalement qui sont envoyées grâce à ce film, ce cheminement-là, de le poursuivre avec ces lectures, puisqu'effectivement,
il y a ce travail, c'est vrai, dans le contexte de l'Iran, du mouvement Femmes, Vie, Liberté, qui permettra d'explorer ce qu'on n'a pas forcément eu le temps de dire là, hein, mais vraiment la place des femmes, le rôle finalement social joué et l'importance de cette place des femmes aujourd'hui dans les mouvements de lutte et de révolte, et dans la construction aussi d'autres mondes possibles. Et de le poursuivre donc aussi avec Résistance affective qu'on vous conseille vivement. On arrive au bout de peut-être ce temps d'échange, mais Chora est disponible et vous attend pour en discuter autour d'un livre. Scarlett, si tu voulais dire... J'ai juste une petite question. Voilà. La fin du film que j'aime beaucoup, l'armoire que ton père a peinte, comment elle se retrouve là, parce que j'aime beaucoup cette ligne de fuite et de temporalité, mais donc en Iran, enfin voilà, je voulais savoir comment tu avais... En fait, la scène est filmée en Iran. L'armoire, c'est pas l'armoire, elle est reconstituée. Et la plaque d'immatriculation est anonymisée de la voiture qui la porte. Donc à partir de là, pour moi, on n'est même pas en Iran, et c'est comme ça que je l'ai conçu, c'est que dans le film, les images un peu pourraves en qualité, généralement sont d'Iran, donc soit qu'elles soient d'archives, soit qu'elles soient en mini-DV, soit qu'elles soient... et les images HD, bien cadrées par Georgi Lazarevski, qui est un chef opérateur qui vient du cinéma, sont en France. Et en fait, à la fin, je voulais absolument des images HD, de belles images qui soient en Iran. Sauf que c'est une reconstitution et que du coup, c'est même pas l'Iran, c'est le cinéma, quoi. Donc c'est ni la France ni l'Iran. C'est un Iran qui n'existe pas encore. Un Iran où cette armoire pourra revenir. Mais j'avais prévu de la filmer posée sur une place publique. Et on avait monté le tournage, sauf qu'il y a eu les premières révoltes de 2017, qui étaient les seules révoltes de toute l'histoire iranienne contemporaine, qui ont commencé par les petites villes. Or, nous, on avait prévu notre tournage dans une petite ville en se disant on aura la paix. Mais là, les petites villes ont été militarisées. Et puis aussi, il y a eu la plainte que j'ai déposée contre le bureau d'urbanisme régional à Bandar Abbas. Et donc là, quand ils ont piraté mon adresse mail et tout ça, donc voilà, ça m'a renvoyé à un petit peu plus d'humilité. Et donc, au lieu de faire... on m'a dit, la seule chose qu'on peut faire, c'est la mettre sur une voiture et partir. Et comme il y a des films en Iran, comme Taxi Téhéran, de Panahi, Ten, de Kiarostami, qui se passent dans une voiture. La voiture, c'est un peu un espace public. Enfin, la route, c'est cet espace public alternatif qui est entre le public et le privé. Donc, ça m'allait bien, finalement, de faire ça. Eh bien, c'est peut-être le mot de la fin. On vous remercie, on vous applaudit bien fort toutes les trois. Merci Chora pour ce film magnifique.